Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Lexmoto LXS 125 de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, le test d'une machine exceptionnelle, vu qu'en fait, elle n'est même pas encore sortie. Je suis avec une moto de pré-série qui est identique à ce qu'il y aura après en vente à 99%. Et c'est une machine donc, qui m'a été prêtée par l'importateur français de Lexmoto. C'est la toute nouvelle LXS 125. Alors si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement vu il y a peu de temps le test de la LXR, qui était, on va dire, ce qu'il y a de plus entrée de gamme en sport chez Lexmoto. Et là en fait on est toujours sur une machine un peu sport, mais différente. Une machine qui se veut plus pour le fun en fait. C'est, on va dire, presque un croisement entre une pocket bike et une machine homologuée sport. Pour ceux qui l'ignoreraient, je rappelle que Lexmoto, c'est une marque anglo-chinoise. En fait, c'est un partenariat, comme ça se fait de plus en plus souvent, entre des concepteurs européens, donc là anglais, et une usine qui se trouve en Chine. Lexmoto propose essentiellement des motos et des scooters très modernes dans leur design. Et aujourd'hui, ça ressemble quand même beaucoup au niveau de la face avant à sa grande sœur, la LXR 125. Et après, pour le reste, tout est différent en fait. Cette machine, même si elle semble légèrement similaire à sa grande sœur, et en fait, à part le moteur, quasiment rien ne concorde avec l'autre moto. Donc cette machine est motorisée par un moteur 125 cm3 monocylindre de 14 chevaux, alors que le même moteur sur la LXR n'en faisait que 12,5. Et on m'a expliqué en fait que c'était juste la cartographie qui était différente. Et en fait ils ont voulu sur cette machine donner un petit peu plus de patate pour lui donner un côté plus fun. Mais forcément sur une 125, qui dit plus de performance dit plus de tours et forcément moins de couple à bas régime. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une moto de pré-série que j'ai l'occasion de tester aujourd'hui. Donc globalement, vous en doutez, elle n'est pas accessoirisée. C'est une machine qui n'est même pas encore officiellement sortie. Et lorsque elle sera en vente, je pense qu'elle sera strictement identique à celle que j'ai aujourd'hui. Ce qui est assez surprenant quand on commence à rouler avec cette machine, déjà c'est son gabarit. Si on la met côte à côte avec sa grande sœur LXR, on voit bien qu'elle est plus petite. Elle est aussi plus légère, d'une dizaine de kilos, ce qui la fait à 155 kilos. Et la grosse particularité, c'est les roues. Cette machine est équipée de jantes en 16 pouces, avec des pneus, on va dire, d'une taille standard pour une 125. On a du 110 à l'avant et 140 à l'arrière. Mais c'est surtout le fait d'avoir du 16 pouces qui rend la machine extrêmement vive. En plus, elle est plus courte que sa sœur LXR. On a vraiment l'impression d'être sur une mini-moto. C'est assez facile à prendre en main et vu qu'elle est plus petite, elle est aussi plus basse. Donc du haut de mon m70, j'ai beaucoup plus de facilité à poser les pieds au sol sur cette LXS que sur la LXR. La position de conduite est toujours un peu inspirée sport, donc un peu basculée vers l'avant. On a des bracelets qui sont au-dessus du thé de fourche, donc on n'est pas non plus allongé sur la moto. Et ce qui surprend une fois de plus, c'est que la machine est courte. Donc on n'a pas une grosse distance entre notre buste et nos mains. On est assez droit finalement. Et surtout, dès les premiers tours de roue, cette machine ne demande qu'une chose, c'est prendre de l'angle. Elle est vraiment ultra vive. Et de nouveau, concernant la compacité de ce véhicule, ça fait que quand on serre le réservoir, on a les genoux qui sont vraiment dans le réservoir, il a des creux sur le côté, et même nos jambes sont directement en contact avec les carénages. On a l'impression de faire corps avec la moto, mais sur toutes les parties de notre corps, c'est assez surprenant. Et c'est déroutant d'être sur une machine aussi petite avec une position sport. Vu qu'on est quand même relativement droit, prendre les infos autour de nous n'est pas forcément gênant, mais je ne peux pas me retourner complètement sans lâcher le guidon, vous l'aurez compris. Les deux rétros sont pris sur le carénage et je pense qu'une fois de plus je les ai mal réglés parce que je vois assez mal ce qui se passe derrière moi. Je suis obligé de lever mes bras afin de savoir le véhicule qui me suive. C'est assez pénible. Allez, on accélère, on essaie de suivre cette voiture, j'accélère fort.
Vous entendez que le moteur monte assez haut dans les tours. Et il fait beaucoup de bruit lorsqu'on dépasse les 7-8 000 tours. D'ailleurs, une des caractéristiques esthétiques de cette machine, c'est l'emplacement de l'échappement. Il n'est pas sur le côté, il est directement sous la selle. Et d'ailleurs, il est quasi dissimulé, on voit juste deux petites sorties sous la selle. Je trouve ça vraiment très esthétique. Après, pour la sonorité, bah faut l'avouer, ça sonne comme une 125. Hein. Allez, me voilà sur ce petit virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. La machine est tellement facile, c'est un vélo le truc, mais enfin d'un côté c'est super facile, puis d'un autre côté on s'attend pas à un comportement comme ça d'une machine de ce gabarit. Quand on la voit esthétiquement, elle est pas si petite que ça, c'est vraiment quand on monte dessus qu'on se dit mais c'est un jouet. Donc les amis, me voilà de nouveau sur la route que j'utilise pour tester l'accélération. Je rappelle que seules les 125 les plus performantes, qui sont aux limites de la légalité, réussissent à monter à 100 km/h ici. La dernière fois, avec la LXR, qui est moins puissante et plus lourde, j'ai réussi à monter à 85. J'aurais peut-être pu monter jusqu'à 90 si j'avais vraiment poussé au maximum. On va voir s'il y a une différence avec celle-ci, qui, je le rappelle, est motorisée toujours par le même moteur, mais qui fait maintenant 14 chevaux et elle fait 10 kg de moins, donc 155 kg. C'est une machine bien sûr alimentée par injection, refroidissement liquide. On n'a pas l'ABS, on a toujours un système de CBS qui couple normalement. Quand je freine de l'arrière, ça freine aussi un peu de l'avant et inversement. On est parti pour le test de l'accélération. Let's go. Allez, faut pas hésiter à le monter dans les tours. Je passe mes vitesses à 10 000. Donc le rupteur est à 10 000. J'arrive à 70, 75, 80, 85 et à peu près 90. On voit pas une très grosse différence de performance. En même temps, il n'y a pas une grosse différence de performance déjà sur le papier. Et vous voyez qu'il a du mal au niveau du rafraîchissement, il va pas super vite parce que j'étais déjà à l'arrêt qui m'indiquait encore 5-6 km/h. Ça c'est pas forcément le top. Allez, un petit demi-tour. Donc je rappelle que du haut de mon 1m70, je touche assez bien des deux côtés, mais c'est vrai que la selle est quand même un peu large, ça m'écarte un peu les jambes. Si elle avait été un tout petit peu plus fine, je pense que je mettais les deux pieds complètement à plat. Allez, je signale mon intention de tourner. L'angle de braquage a l'air similaire à la LXR. Je mets un petit peu de gaz. Et est-ce que je vais rester sur la route? Bah au final ça a l'air de tourner quasiment comme la LXR, peut-être même un poil moins bien. Donc pour une sportive c'est pas trop mal, mais pour une 125 c'est pas terrible. On est reparti pour l'accélération et ce coup-ci je vais me concentrer sur le freinage. Je signale de nouveau mon intention de partir. Et let's go. Ça fait beaucoup de bruit quand on est au régime. Hein. Arrive à 70, 75, 80. Allez, maintenant je vais ralentir. Frein arrière, ça freine plutôt bien. Et le frein avant aussi. On n'a pas exactement les mêmes freins que sur la LXR. Ceux-ci ont des étriers un petit peu moins costauds sur celle-là. Mais ça freine toujours bien. Et le CBS fonctionne bien. Quand on freine de l'arrière, on sent bien que l'avant freine aussi. L'ex-moto pour l'instant est une des rares marques à proposer un CBS qui fonctionne bien sur les 125. Alors mon problème pour l'instant concernant l'évaluation des performances, bah, c'est le compteur. La dernière fois sur la LXR, j'avais trouvé que le compte tour était un peu lent. Il était, comment dire, parfois en retard par rapport à la réalité. Et ben là, j'ai l'impression que c'est la vitesse maintenant qui est un peu en retard par rapport à la réalité. J'ai vraiment l'impression que je vais parfois plus vite que ce qui est affiché. Et de nouveau, j'accélère. Donc forcément, en prenant un mi-régime, bah, faut attendre que la machine se lance.
On a vraiment de la performance qu'entre 7 et 10 000. Et dans ce régime, la sonorité est assez élevée. On a un peu de vibration. Et vous voyez que j'arrive à remonter à 95 relativement vite. De nouveau un petit freinage, frein arrière ça freine très bien, frein avant qui complète très bien. Et en plus, comme sur la LXR, le levier de frein est réglable, mais malheureusement, l'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. Au niveau des commodos, on retrouve la même chose que sur la plupart des autres machines depuis une trentaine d'années. On a tout ce qui gère l'éclairage sur la gauche, et il y a des feux de détresse, et sur la droite, on a le coupe-circuit démarreur. Le tableau de bord sur cette machine est tout numérique, avec un rétroéclairage bleu qui est très visible, même quand il fait encore jour. D'ailleurs, on peut régler l'intensité du rétroéclairage. On a bien sûr le compte-tours, la vitesse, on a une horloge, l'odomètre, trip 1, trip 2, la jauge de carburant et aussi le témoin de rapport engagé. Donc c'est relativement complet. Il aurait juste fallu un témoin de consommation instantanée et franchement ça aurait été très complet. C'est vraiment bizarre de se retrouver avec des roues en 16 pouces, j'ai pas l'habitude du tout. Ça rend la machine vive et en même temps moins stable. Et on le sent vraiment. Et couplé avec, on va dire, l'empattement de la machine qui est quand même assez court, ça donne une sensation inhabituelle. Alors la dernière fois, le moteur était très souple. Voyons s'il est toujours sur cette machine. Je me colle en 6e à 40. Alors forcément, il n'y a aucune performance. Mais oui, c'est souple. Et vu que la cartographie est différente, j'ai vraiment l'impression que si vous voulez un minimum de performance, il faut tout de suite monter le moteur beaucoup plus dans les tours. La LXR se conduisait facilement entre 4 et 6000 sur on va dire une plage assez réduite. Là, il faut le monter dans les tours, il commence à être bien entre 5 et 7-8 000. Forcément dans les côtes, avec mes grosses fesses, ça a un peu de mal. Donc là vous voyez, je suis quand même à 7500 tours et j'arrive quasiment pas à reprendre de vitesse. Il faut que je remonte dans les tours et malheureusement en descendant ça me faisait monter direct à 10 000. Donc je pouvais pas avoir une meilleure accélération que ce que j'avais. Donc je rappelle que cette machine est bien sûr avec un moteur à la norme Euro 5, la toute dernière, et elle est équipée d'une boîte 6 vitesses. J'arrive ici sur un Dodan que je prends à 30 km/h comme d'habitude. Les suspensions sont fermes. Clairement, surtout l'amortisseur arrière, j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus dur que lorsque j'ai testé la LXR. Je vais essayer de prendre celui-ci un tout petit peu plus vite, je suis à 35. Ouais, ça me paraît vraiment plus ferme. Après, peut-être que c'est la géométrie de la moto qui donne cette impression, parce que normalement, l'amortisseur à l'arrière, c'est le même que sur la LXR. C'est un mono-amortisseur en position centrale, vous l'avez vu, bien sûr réglable en précharge. Et à l'avant, on a une fourche classique qui n'est pas réglable. Allez, on va refaire un petit freinage. Ouais, clairement le frein est bon, mais j'avais quand même tendance à préférer celui de la LXR. Il me semblait un peu plus mordant. Et c'est surtout le CBS qui fonctionnait encore mieux. Allez, me voilà dans une succession de virages, je monte dans les tours. Là, ça m'incite à me reculer pour mettre plus facilement de l'appui sur le guidon. Ce qui est dommage en fait, c'est lorsqu'on veut relancer le moteur, même à 6-7 000 tours, voire même un peu plus, il manque de reprise. Et ça incite vraiment à faire le con. Le souci par contre, c'est quand vous roulez un peu fort, vous avez tout de suite les fesses qui chauffent. Vu que l'échappement passe juste en dessous de la selle, ça devient assez vite l'enfer dans le slivard là. De nouveau un freinage. Ouais, ça freine bien. C'est assez rare d'ailleurs de voir des 125 qui ont un double disque à l'avant. Et vu qu'on a des jantes uniquement au 16 pouces sur celle-ci, les disques paraissent énormes. Allez, j'accélère, je passe mes vitesses à 9005.
finalement, avec cette nouvelle carto et ces quelques chevaux en plus, bah c'est pas forcément mieux en fait. Tout ce qu'on gagne en performance, je trouve qu'on le perd en sensation. Le moteur de la LXR qui faisait que 12,5, je le préférais en usage routier classique, je le trouvais plus agréable. Là, faut vraiment cravacher le moteur, hein. Alors, sinon, la boîte de vitesse fonctionne toujours aussi bien. De toute façon, c'est la même hein, entre celle-ci et la LXR. Ça incite tellement à faire le con. Après, je me méfie toujours un peu parce que la moto est neuve, hein, elle a très peu de kilomètres. Et c'est des pneus chinois, c'est les pneus de la marque CST. Même si c'est vrai que j'ai jamais eu le moindre problème avec ces pneus, hein, j'ai pas forcément une très grande confiance en ceux-ci. Peut-être à tort. Hein. Allez, on va essayer de dépasser cette Audi. Et là, c'est là qu'on voit que les 125, ça manque un peu de patate. Hein. Ouais, clairement, il accélère bien plus fort que moi avec sa bétaillère. Ce qui est toujours un peu bizarre avec ce genre de 125 qui monte assez haut dans les tours, c'est la différence entre la sonorité à l'échappement et les performances. Là on entend le moteur qui est à fond et pourtant ça va pas super vite. Et on va se lancer dans l'exercice qui est difficile avec ce genre de moto, l'autoroute. Allez, j'accélère à fond. On va laisser passer ce bus et je m'insère. Moi, je me baisse un peu. J'ai essayé de prendre l'aspi derrière ce bus. Faut que je reste attentif parce que on se retrouve assez vite au rupteur. Donc là, je suis déjà en 6ème. Je suis un peu moins de 100 km/h. Ça monte légèrement. La bulle est purement décorative. Hein. Il faudrait vraiment que je sois allongé complètement sur le réservoir pour que ça serve un tout petit peu. Bon, vous voyez que j'arrive à un peu plus de 110. Maintenant ça redescend un peu, je suis à 115, 120. Et en fait à 120, on est au rupteur en 6. On peut pas dépasser le 120. Donc clairement, oui, il y a un petit peu plus de perf que sur la LXR, hein, qui, elle, restait beaucoup plus sur le 110 que le 120. Mais la boîte ne permet pas d'exploiter vraiment de vitesse de pointe. Allez, sortons de l'autoroute. Bon, je le dis assez souvent hein, sur les tests de 125, hein, mais ces motos n'ont pas grand chose à faire sur l'autoroute. Hein. C'est faisable, c'est légal de le faire, mais vraiment, c'est pas plaisant du tout. On se sent pas en sécurité, on se sent même en danger hein, lorsqu'on est sur l'autoroute en 125. Mais c'est pas typique à cette moto, hein, c'est l'ensemble de cette catégorie qui procure ce sentiment. Au niveau de l'éclairage, comme sur la LXR, tout est à LED. On a l'éclairage à l'avant qui est assez design d'ailleurs, les clignotants LED. Et à l'arrière, le feu stop est directement intégré dans les carénages. Ça c'est plutôt sympa. Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'ils aillent jusqu'au bout du délire et qu'ils intègrent également les clignotants dans le carénage. Ça aurait été vraiment le top. Bon, forcément avec une machine aussi compacte, aussi fun, faire de la ville avec ou l'utiliser dans une situation où c'est un peu embouteillé comme ici, ça ne pose aucun problème. La machine est fine, elle est maniable. Il faudra juste se méfier de son angle de braquage qui n'est pas forcément au top pour la catégorie. Allez, là je vais tout donner, j'essaie de dépasser ce poids lourd. Et ça passe. Bon les amis, finalement au niveau routier cette machine c'est vraiment le fun. On n'est pas du tout sur les mêmes caractéristiques que sa grande sœur LXR. La LXR c'est la machine un peu grosse, valorisante et plus typée on va dire raisonnable au niveau du moteur hein, c'est ça, elle est plus cool à bas régime. Là c'est bien plus sport parce que le moteur demande vraiment à être cravaché et cette ergonomie avec ce châssis tout court et les roues 16 pouces franchement j'aime beaucoup, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et surtout au niveau de l'ergonomie,
ça ne conviendra pas à tout le monde. Si vous êtes petit comme moi je rappelle, je fais 1m70, vous préférerez très certainement cette version LXS. Par contre, si vous êtes plus grand, la LXS vous sera même quasiment impossible à conduire, parce que vous serez trop à l'étroit. Maintenant qu'on a vu ces caractéristiques dynamiques, parlons un petit peu du reste. Alors, tout d'abord, au niveau des rangements, vu que l'échappement passe sous la selle, vous pouvez démonter la selle passager, mais il n'y a quasiment aucun rangement. On pourrait peut-être y glisser un constat ou un gilet jaune, mais pas plus. Vous pouvez rien mettre d'autre. D'ailleurs, si vous voulez rouler avec un passager, sachez que celui-ci aura les fesses qui vont chauffer encore plus que les vôtres. Donc je pense pas que cette machine soit réellement la meilleure pour ce genre d'usage. Au niveau de la consommation, c'est encore un peu une inconnue, vu que la moto, comme je vous l'ai dit, c'est une machine de pré-série. Mais étant équipée du même moteur que la LXR, très légèrement modifiée au niveau de la cartographie d'injection, je suppose que les consommations sont similaires. Donc ça doit s'établir entre 2,5 litres et 3 litres au 100. Donc clairement, actuellement, cette LXS n'a aucune concurrente, parce qu'il n'y a pas d'autres Mini 125 sport un peu fun comme celle-ci. C'est vraiment une première. D'ailleurs, je connais pas vraiment d'autres machines même qui l'auraient précédé dans ce genre. C'est un peu une nouveauté. Je sais qu'au premier abord elle n'a pas l'air si petite que ça, mais franchement, montez dessus, vous allez être surprise. C'est limite un pocket bike. Et donc au niveau tarif, c'est sensiblement la même chose que sur sa grande sœur LXR. Elle est juste 100 € de plus, si je me souviens bien. 3400 €, le tarif ne me semble pas exagéré. Après, c'est difficile de dire s'il est concurrentiel, vu que il n'y a pas de concurrence. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Lexmoto LXS 2021. Si vous avez des questions concernant cette machine, qui je le rappelle n'est même pas encore officiellement en vente, eh bien n'hésitez pas. Mettez ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi consulter bien sûr le site Lexmoto France. Si vous êtes déjà client de cette marque, eh bien donnez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires. Ce sera très intéressant, vu que comme je viens de le dire, la marque se lance en France. J'espère que vous avez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que je fais ce genre de test très régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre ce petit bolide à son propriétaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Allez, mais à tous. Bon, au niveau de la finition et du coloris, je suis assez bluffé. Alors vous savez que j'aime pas trop le gris et j'aime pas trop le fluo, et celle-ci elle est grise et jaune fluo, donc les coloris c'est pas forcément ce que j'affectionne, mais globalement la finition est pas trop mal. On a des parties un peu plus brillantes qui remontent un peu le niveau. Les assemblages sont relativement bons pour une machine qui se veut entrée de gamme, c'est plutôt pas mal.